Alors, dans un cadre universitaire, ça devrait être plutôt moi qui pose les questions et vous qui essayez de trouver les réponses. Hein. C'est comme ça qu'on... L'enseignement traditionnel, c'est ça. Le professeur pose des questions et les étudiants répondent. Et Alvaro Deurs disait, pour relier à l'auctoritas potestas, questionne qui peut, répond qui sait. Bon, mais là l'ordre est inversé puisque c'est vous qui avez la potestas et moi je suis dans la fonction d'auctoritas. Alors, plusieurs personnes lors de la pause m'ont dit qu'ils avaient une question à me poser. Donc, je me souviens plus. Y avait vous étiez. Alors, je vais répéter la question de façon à ce que ce soit audible sur la bande. C'est ça ? Vous voyez, comme vous voulez, vous vous donnez le micro. Alors, au tout départ, vous avez parlé par rapport à Étienne Chouard du fait qu'il veuille absolument écrire. Et plus tard, vous avez dit à nouveau, eh bien, il faudra écrire cette Constitution. Et vous m'avez dit à ce moment-là, c'est pas le moment des questions, je ne sais pas si vous vous rappelez du moment. Oui. Voilà. Oui. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourtant il dit qu'il ne fallait pas écrire. Oui, non, mais j'avoue que je peux manquer, je mets ça sur le compte de l'indécision, de la souplesse, je peux manquer de rigueur, c'est vrai. Et par ailleurs, bon, c'est pas une excuse, mais c'est vrai que je ne lis pas mon texte, j'ai pu commettre quantité de choses comme ça, il faut les accueillir comme des lapsus providentiels. Vous l'avez pris comme ça, vous avez bien fait. Bon, après, si je voulais chipoter, je pourrais vous dire, il y a d'autres manières d'écrire qu'une plume à la main. Hein. On peut aussi écrire l'histoire dans le sang et les larmes. C'est en général plutôt comme ça qu'elle s'écrit. Mais ceci étant, l'atelier constitutionnel d'Étienne Chouard, de toute façon, a une vertu constituante en soi. Le seul fait que des gens se voient et parlent, c'est déjà beaucoup de choses. C'est déjà très bien. Se voir pour parler, c'est déjà pas mal. Bon, mais c'est vrai que rédiger une... Moi, j'ai jamais... D'ailleurs, je me suis pas plus que ça penché sur la chose. Il paraît qu'il y a déjà des projets. Et un ami me disait, ça ressemble beaucoup à ce qui existe déjà. Bon. Est-ce que j'ai répondu ? Oui. Parfait. Question suivante. Monsieur. Pouvez-vous simplement en fait, me conseiller un livre de Carl Schmitt pour pouvoir connaître un petit peu sa pensée ? Oui, je peux. Bon, l'œuvre de Carl Schmitt mériterait une conférence, juste pour ce thème. C'est une conférence que j'ai déjà donnée d'ailleurs à Égalité et Réconciliation en 2009, je crois. Mais à l'époque, c'était pas filmé. Écoutez, moi je vous conseillerais la notion de politique. Voilà, la notion de politique. Et si vous êtes juriste, vous ne pouvez pas passer à côté du nomos de la terre et de la théorie de la Constitution. Voilà, que je suis moi-même en train de lire. C'est une œuvre que je fréquente depuis 1988 ou 89. Et vous voyez, la théorie de la Constitution, qui est un ouvrage central. Je me suis quasiment imposé le thème de cette conférence pour avancer dans ma lecture. Mais la notion de politique, j'ai dû le lire peut-être une vingtaine de fois, par contre. Il y a des ouvrages comme ça, et la théologie politique aussi, de Carl Schmitt. Il y a des ouvrages comme ça, on ne comprend rien, mais on sent... D'abord, on a plaisir quand même à les lire, même si on ne comprend rien. Et donc, on les relit. Mais Schmitt était un grand auteur, et il vénérait beaucoup les livres et le rapport du livre avec son lecteur. Les livres ont un destin propre, qui participe du destin de leur lecteur. Il était fasciné par le destin des hommes qui a été perturbé par un livre. Bon, c'est pas à des musulmans qu'on apprendra ça, hein, qu'un livre peut perturber le destin d'un lecteur. Autre question ? Monsieur, attendez, d'abord on va faire les questions des gens qui avaient des questions pendant la pause. C'est votre cas ? Non ? Monsieur, oui, vous aviez une question pendant la pause. Après. Oui, c'est concernant, vous avez
avez parlé de la famille en droit romain. J'ai parlé de la famille en droit romain. Oui. Et pour ce que j'ai cru comprendre, la propriété est liée au caractère de pater, pouvoir du pater. Oui, la propriété est liée au pouvoir du pater, absolument. Le dominium, on dit en latin, oui. Le dominium. Le domaine. Et par rapport à la notion de propriété contemporaine, est-ce qu'il y a un héritage romain? Oui. Parce que vous l'avez dit en aparté que vous n'étiez pas propriétaire. Moi? Oui. Si, je suis propriétaire de mon stylo. Eh oui, c'est un stylo Montblanc. Et puis en réalité, je suis quand même propriétaire. Terrien. Moi. Parce que mais j'ai 1/50e dans une indivision sur des terrains dans les montagnes. Donc je suis propriétaire. Mais c'est pas du tout la question. La question c'est est-ce qu'il y a un rapport entre. Faudrait déjà que je règle de. Enfin bon, bref, avec les cousins et tout. Parce que... Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre. J'ai fait une conférence sur le drame de la transmission des biens dans nos sociétés. Hein. Tout est fait justement pour que la Terre ne puisse plus servir de base autonome durable. Hein? Toute récente en vidéo, oui. Monsieur? Et ça rejoint d'ailleurs votre question, hein. Propriété et père de famille, hein, c'est ça. Hein. Mais ça, c'est l'un des chantiers du droit civil. Hein. C'est arriver à retrouver les notions romaines dans la propriété contemporaine. Le problème actuellement en droit civil, faut pas se focaliser sur le concept de propriété, on a également le concept de personne et le concept de famille. Parce qu'en réalité, en droit romain, la personne, c'est la famille. Et c'est la personne qui est propriétaire. Simplement, la famille, elle a un chef, et le père, et donc c'est lui qui est le titulaire, disons, de la propriété du moment. Mais il ne fait pas ce qu'il veut, hein. Il gère un domaine qui est le domaine du clan. Enfin, qui est le domaine de sa famille à l'intérieur d'un clan. Bon. Votre question, excusez-moi, c'est pas de la rhétorique, hein, mais vous êtes juriste? Oui. Presque. Plus que presque, si vous travaillez cette question. Hein, avec cette question, vous avez de quoi aller jusqu'à la retraite et au-delà même. Des pistes de lecture sur cette question? Oui. Eh bien, commencez par lire les Instituts de Gaius, hein, droit romain. Et puis ensuite, il y a le gros problème de la propriété médiévale, qui, elle, est difficile. Si vous voulez, la grande question, c'est Rome, telle qu'on s'est représenté la propriété romaine au XIXe siècle, on s'en est fait une image extrêmement bourgeoise et individualiste. Et à partir de là, on a estimé que Rome avait imposé ce concept de propriété privée au Moyen-Âge barbare, et puis que ça avait donné une mixture avec le problème de la féodalité. Enfin, Non, c'est compliqué. Commencez par le Gaius, puis vous verrez bien après. Bon courage. Alors, vous également, vous aviez une question pendant la pause. Ouais, j'avais une question. En début de conférence, vous avez à un moment donné dit que la Constitution telle qu'elle était actuellement était différente de la Constitution telle qu'on la concevait avant. Avant, c'est-à-dire au moment de sa fondation, en 1958 ou 56. Oui. Oui, en 56. J'aurais voulu, si c'était possible, vous demander, pour ceux qui manquent peut-être un peu comme moi de culture historique et compagnie, de reposer les bases à titre de comparaison entre ce qu'est devenu, ce qu'est la Constitution maintenant et ce qu'on avait avant, qu'on puisse comparer pour voir quelles sont exactement les différences. Non, mais je ne peux pas en dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça s'adresse plutôt aux constitutionnalistes, ce que je ne suis pas. Hein. Il faudrait que j'ai mon manuel et que je prépare pour vous répondre. Mais les grandes lignes, c'est on a en 1958 Non, 56. Parce que c'est 1948
Non, c'est 1946 et 1958. 1958. Bah, voyez mon niveau. Je ne peux pas répondre à votre question sérieusement. Non, en 58, on a un projet qui donne lieu, un projet qui est celui de De Gaulle et de, vous êtes en première année, vous savez ça, René Cassin, hein? Michel Debré, mais il n'y a pas René Cassin. Il y a René Cassin et il y a le rôle aussi de comment ils s'appelaient, ils étaient deux frères ou neveux, oncle, neveu, juriste, zut, leur nom m'échappe. Oh là là, René Cassin, Debré, mais c'est pas eux les meilleurs. De Gaulle, bon, qui? Non, ce sont des juristes. C'est un juriste. Bon, c'est pas grave. Bon, bref. Et alors, eux, ils avaient un projet de constitution, et encore une fois, j'ai expliqué qu'il y avait eu une influence de Carl Schmitt, mais après, ça a donné lieu à quelque chose d'inachevé. De Gaulle a voulu le parachever, d'où d'ailleurs le suffrage universel pour l'élection du président de la République. C'est ça, hein. Voilà. Lui, il allait dans un sens. Et il a engagé sa responsabilité sur un référendum qui voulait supprimer, je crois, le Sénat, l'Assemblée nationale. Enfin, l'idée, c'était de faire un corps représentatif au sens de la représentation de la motte de terre dont j'ai parlé tout à l'heure. Et non pas un corps représentatif de députés qui sont chacun, comme disait Donoso Cortés, être censés un peuple. Un député, un peuple. Qu'est-ce qu'un député, disait Donoso Cortés? C'est un peuple. Bon, ça, c'est très concurrent du principe monarchique. Bon, bref. Et par ailleurs, donc là, ça s'est arrêté dans ce sens-là, et il y a eu d'autres réformes qui sont venues, il y en a encore une toute récente, enfin, sur le Conseil constitutionnel, sur la loi, l'état d'urgence, ça n'arrête pas. Vous avez encore des projets, ça c'est continuel. Mais ça, ce sont des réformettes. Enfin, on peut pas parler d'une réforme au sens constituant. Bon, donc ça, je voulais vous dire aussi sur votre question. J'ai perdu le fil du propos. La Constitution, réforme. Ma question, c'était, vous sembliez souligner en début de conférence qu'il y avait une différence fondamentale avec ce qu'on appelait maintenant, aujourd'hui, depuis qu'on a créé cette Constitution qui est écrite. Les gens d'aujourd'hui, quand on dit la Constitution, on n'a qu'une seule idée, voilà, la Constitution, c'est la Constitution. Et en début de conférence, vous sembliez sous-entendre que non, c'était quelque chose de nouveau, qu'avant, on avait autre chose. Et j'aurais voulu que vous rappeliez ces bases à titre de comparaison. Ah, oui. D'accord. Bon, de toute façon, là, je vois. Bon, c'est une idée que j'ai trouvée chez Carl Schmitt. C'est justement, il faut sortir du schéma de la Constitution écrite, hein, que la Constitution, c'est jamais qu'un texte, et remettre en avant le fait, qui est le phénomène existentiel, hein, le fait même d'expérience, qu'une Constitution, c'est d'abord la constitution d'une unité politique donnée. C'est la constitution d'un peuple. Un peuple souverain qui forme un État, il a une constitution, il est constitué. Hein, de manière, la monarchie française, elle était constituée, le peuple français était constitué, il avait une constitution, et pourtant il n'y avait pas d'écrit. Hein, les Anglais, ils ont une constitution, et pourtant il n'y a pas d'écrit. Donc voilà, ça c'est important. Enfin, en tout cas, il n'y a pas cette espèce de texte que... Vous pouvez tenir dans le temps par simple transmission orale sans déformation? Non, mais c'est pas seulement transmission orale, c'est toute une science du droit qui environne et toute une connaissance du droit par ceux qui gouvernent aussi. Hein, on ne peut pas concevoir l'État depuis son origine en Égypte et ce qu'il est aussi en Inde ou en Chine sans l'université, sans le corps des prêtres et des fonctionnaires et des savants, évidemment. Ça tombe pas tout seul comme ça. Enfin, ça, c'est des balivernes qu'on raconte aux populations. On leur raconte qu'elles sont libres. C'est d'ailleurs le côté un peu baliverne aussi d'Étienne Chouard, que n'importe qui, comme ça, va pouvoir, comme ça, se lancer. Bon, c'est quand même un petit peu plus sérieux que ça. Enfin, bon, c'est un petit peu plus... Non, mais c'est un petit peu plus scientifique que ça, quand même. Hein. Je suis désolé. Hein. Oui. Justement, ça appelle à une question, c'est qui doit écrire la Constitution, ça c'est...
Vous étiez candidat aux questions, vous? Non, hein. On va après. Monsieur, vous étiez candidat, vous aviez une question, vous? Oui, vous? Non. Non, c'est bon? Donc on a fait le tour, les questions, c'est bon? Alors, après, c'était monsieur, dans l'ordre. Monsieur. À moins que vous ayez perdu le fil, comme moi. Je n'ai pas perdu, mais je ne suis pas juriste, quand je me permets de dire des bêtises. Ah, ben c'est bien. Vous avez évoqué... Ce qui me semble important, je ne sais pas si c'est constitutionnel, mais la notion de limite, d'intérieur-extérieur ou d'appartenance, ça me semble absolument essentiel, et dans tous les exemples que vous avez donnés, que ce soit la copropriété où on appartient par la propriété justement d'un lot, que ce soit la religion, l'appartenance par la tête par exemple, ou pour le navire, parce qu'on a été particulièrement je sais quoi. Il me semble que c'est absolument essentiel dans le retour au concret de ces notions de est-ce qu'on fait partie, ne fait pas partie. Vous avez dit c'est un peuple qui a une constitution, mais quel est le peuple? Est-ce que c'est constitutionnel? Oui. Mais ça, ce sont les aspects, oui, absolument constitutionnels, hein, qui rentrent dans le cadre que j'ai mis de côté, hein, les aspects politiques. Bon. Mais vous avez raison de noter, dans une constitution, il y a aussi cette distinction entre les citoyens et les autres, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est une idée que par fausse pseudo-générosité, on oublie. On a l'impression que tout le monde, c'est très Révolution française, ça. C'est toute l'humanité peut être membre, par exemple, du peuple français. Oui, ça va de soi. Ou du peuple américain. Oui, parce que la France est destinée, c'est la destinée de la France. Elle est là pour gouverner le monde. Vous voyez, on est vraiment dans l'eschatologie, hein, pour apporter au monde la culture, sa langue, la paix, le bonheur, la liberté, l'égalité, la fraternité. Attention, s'il vous plaît, pas de... J'aime bien parce que ça me rappelle quand j'étais enseignant. Puis c'est un peu de l'enseignement. J'aimais bien le côté discipline. Parce que moi-même, comme étudiant, j'étais très sage, très discipliné. Oui. Comme écolier, non. J'en ai fait souffrir, mes professeurs. Ouais. Finalement, j'étais très moderne. Vous voyez, y compris les... Enfin bon, je ne vais pas vous raconter, mais vous verrez mon dossier disciplinaire. Oui, non, mais c'était important ce que vous disiez. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, d'ailleurs... par rapport, on a parlé de Rousseau, et dans mes lectures inachevées de Carl Schmitt, il est question du contrat social. Et visiblement, le contrat social, c'est ce moment, effectivement, où le peuple se regroupe et prend conscience de lui-même. C'est antérieur encore à la Constitution. C'est fondamental. Hein, Mais Schmitt disait, le politique, c'est la distinction de l'ami et de l'ennemi. Voilà. Le socle d'un État, le socle d'une unité politique, c'est une décision sur son existence, c'est vrai. Qui sommes-nous? Qui voulons-nous être? C'est vrai. Où s'arrête le groupe? Et comment? Oui. Oui, j'ai pas évoqué. Il y a aussi les questions de territoire qui, à mon avis, sont importantes. Peuple et territoire. Vous voyez, quand on voit, par exemple, on parlait de l'immigration. Je pense que l'immigration maghrébine, par exemple, c'est un problème de peuple et de territoire. Vous voyez, est-ce qu'on veut un territoire où on a effectivement ce qu'on a aujourd'hui? En fait, des zones françaises de souche et puis des zones maghrébines ou africaines séparées? Ou est-ce qu'on veut un territoire maghrébin avec un territoire français de souche, ce qui était le projet de Gaulle, hein, avec, à la fin de la guerre d'Algérie, justement la Constitution française, il y a un pan, je ne sais pas s'il existe toujours, c'est sur la communauté. Et il est question que s'agrègent à la France des États, parmi lesquels sont les premiers appelés les anciens États, les anciens départements français, d'Algérie par exemple, l'Algérie, Tunisie, etc. Voilà. Alors bon, il y a des idées comme ça à penser, mais peut-être que les libéraux démocrates bourgeois préfèrent avoir une séparation entre des quartiers bourgeois et des banlieues, peut-être, sans doute même. Alors, ma deuxième question, excusez-moi, c'est peut-être complémentaire, mais oui. Ce n'est pas le choc des civilisations, mais le choc des constitutions. Absolument, oui. Non, mais cette idée de choc des civilisations, c'est la réponse. Enfin, on est dans le même registre que l'idée de fin de l'histoire, hein, effectivement. Je t'avais simplement, entre oui. la Constitution européenne et la Constitution française, il y a évidemment conflit d'intérêts.
un conflit structurel, je ne sais pas. Aussi. Non, entre la Constitution française et la Constitution européenne, tel que tout ça est compris, il n'y a aucun conflit d'intérêt, il y a une articulation étroite et parfaite. Ah bah oui, la France est dans l'Europe, point. Et l'Europe est dans le monde. Je l'ai dit à un moment, vous avez décroché là, parce que vous n'êtes pas juriste. Mais sinon, effectivement, non, mais ce qui est anticonstitutionnel, pour le dire comme ça, au sens politique, c'est l'ONU. Ça, oui, certainement. Quelqu'un d'autre ? Oui, alors monsieur. Oui, ça rejoignait la question de monsieur, mais c'est par rapport à qui doit écrire, même si on disait qu'il fallait. Que c'était pas forcément. Pardon. Attendez. Oui, allez-y. Oui, pardon. J'ai déjà la réponse, de toute façon. Vous n'avez pas fini de poser la question, mais j'ai une réponse. Ouais, c'était surtout pour savoir qui devait l'écrire, comment on devait s'organiser pour l'écrire, sachant que la Constitution, c'est un droit qui normalement est au-dessus des autres textes de droit, a priori, et qui doit rester assez général, je crois, au niveau des... Oui. Donc du coup, peut-être que ça ne demande pas forcément de comité d'experts dans tel et tel domaine. Enfin, voilà. Non, mais ça peut. C'est une expérience intéressante, l'atelier. Mais là, on est dans la tradition. Alors, il paraît que c'est surtout Rousseau, avec l'idée de la Constitution écrite. Donc, on a un contrat social, un peuple et un législateur qui lui donne une constitution. Mais en l'écrivant ou autrement, je ne sais pas. Mais je crois que pour arriver à déblayer, à voir clair dans ces questions, il faut toujours revenir à ces concepts de la théologie. Qu'est-ce que vous voyez, le rôle de législateur, c'est le rôle de Dieu. Il y a quelque chose de similaire. Celui qui écrit très sincèrement, je suis fatigué. En plus, je suis malade, je ne sais pas si ça s'entend, et je le sens. Et comme je ne me drogue pas, je n'ai pas la pêche. Je dis pas qu'il faut se droguer ou machin, mais bon, le fait est que là, du coup, je suis un petit peu... Non, contrat social, législateur... Oui, Carl Schmitt disait qu'on ne pouvait rien comprendre au droit constitutionnel et au concept prégnant de la théorie politique sans le concept de sécularisation. Et ce qu'il entendait par la sécularisation, c'était le transfert du domaine théologique au domaine juridique et au domaine politique. Voilà. Et Donoso Cortés disait que toutes les catastrophes politiques qui nous arrivent sont le fruit de la transposition de doctrines hérétiques. Des hérésies que l'Église a combattues pendant des siècles et des siècles sont aujourd'hui au pouvoir. Vous voyez, dans une version politique. Ça, c'est ce que disait Donoso Cortés. C'est intéressant. Et Carl Schmitt disait que la critique de la démocratie... Alors, lui, il défend la démocratie du point de vue du fondement. C'est-à-dire, la Constitution, c'est toujours la Constitution d'un peuple. Pour lui, que ce soit un monarque ou une assemblée, qui dit politique, dit peuple. Donc, il a une critique de la théologie. C'est-à-dire qu'un peuple, c'est pas Dieu. Bon. Alors là, il y a peut-être un problème avec les Juifs, par rapport à ça. Je ne sais pas. En tout cas, Carl Schmitt disait que j'ai encore perdu le fil. Par rapport qui est légitime pour écrire la Constitution. Non, alors arrêtez, parce qu'on ne va pas retrouver. Ça, c'est parce que je fais des... La notion du peuple, vous étiez arrêté à cette dernière notion. Ouais, la notion du peuple. C'est Schmitt. Revenons à Schmitt. Transposition des concepts politiques, des concepts théologiques sur la... Ah oui, il disait une critique de la démocratie, dans son opposition avec la monarchie ou avec l'aristocratie, ne peut se situer que sur un terrain théologique. Voilà. Une critique radicale de la démocratie, une critique construite, doit se situer sur le terrain théologique. Voilà ce que disait Carl Schmitt. Voilà. J'en sais pas plus. Et il y a des choses, moi quand je lis Carl Schmitt, je pense que c'est aussi, vous savez, c'est quand même assez grandiose, cette aventure. C'est-à-dire que quand vous faites du droit ou de la science politique, vous contribuez à un travail pluriséculaire.
de réflexion, de communication. Il y a beaucoup de faux savants dans ce domaine, hein, mais Carl Schmitt était un vrai savant. Et y compris par son humilité. Et je vois que parfois, il dit ça, pourquoi il ne va pas plus loin? Peut-être qu'il n'a pas les clés. Il n'a pas les clés. Il indique des pistes. Michel Villet était comme ça aussi, à indiquer des pistes. Je pense que c'est bon, on va terminer là-dessus. Très bien. On va remercier les Olivier pour cette conférence. Merci beaucoup. L'État et Consolation, la section d'Avignon, et puis l'association Capitaine Français qui sont co-organisateurs de l'événement. On vous remercie de votre présence. Si vous voulez, je pense qu'à la limite, M. Lié, si vous voulez parler de vos 2 livres, en 3 livres que vous avez publiés, ou alors ils sont en vente si ça vous intéresse. Vous voulez que je dise un mot? Non, c'est pas... Non, pas forcément. Non, pas forcément, non. Non, ce que vous trouverez, c'est en rapport, il y a le livre de Kadhafi, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'ouvrage Les discours de Chavez et le livre sur Chavez par Vincent Lapierre, parce que, encore une fois, il voulait écrire une constitution nouvelle, faire une constitution nouvelle pour le peuple, hein, contre l'Empire américain, qu'il connaissait très bien, hein, que Chavez. Hein, avant nous, l'Amérique latine a compris ce que c'était l'Amérique. Et puis, le 3e ouvrage que j'ai vu qui était là, alors il n'y a pas Rousseau, mais vous le trouvez chez Contre-Culture, Le procès de Nuremberg, oui, qui est un ouvrage important également dans ce domaine. Voilà. Merci, bon travail. Bon travail.